Le pouvoir des images. Une image vaut 10 000 mots, dit le proverbe chinois. Pas seulement pour faire comprendre une chose, mais aussi pour programmer son subconscient. Nous venons tout juste de parler de la magie de voir grand. La visualisation est en fait un puissant adjuvant aux formulations verbales, et nous verrons maintenant comment en tirer parti. Pour nombre de personnes, il sera d'ailleurs plus aisé d'utiliser le pouvoir des images pour influencer et imprégner le subconscient. C'est un peu normal d'ailleurs. Ne vivons-nous pas à l'ère de la télévision et du cinéma? Et puis, il ne faut pas oublier que la première chose que notre subconscient a enregistrée, lorsque nous étions enfants, avant que nous ne fassions l'apprentissage verbal, ce furent les images. Une foule d'images. De toutes sortes. Dans les pages qui ont précédé, nous avons comparé les techniques publicitaires à celles de l'auto-hypnose pour l'utilisation des mots. La comparaison peut également nous venir en aide pour l'usage des images. Certes, la publicité vous parle. Elle vous répète même à satiété, ad nauseam, le même message, ou la même suggestion, pour être plus précis. Mais la publicité nous montre également, et surtout, des images. Des images séduisantes. Sensuelles. Exotiques. Des images de rêve. Elle utilise toutes sortes d'associations absolument artificielles, pour nous motiver à l'achat. Ainsi, on montre un jeune couple beau et sensuel sur une plage ensoleillée, à l'aube, ils dégustent ce qui semble être leur premier café ensemble. Vous êtes séduit. Vous avez justement besoin de vacances depuis quelque temps. Et puis, ce couple est vraiment charmant. Elle a une manière de poser les lèvres sur le rebord de sa tasse, et l'œil complice qu'elle jette à son compagnon en disant sur la nuit qu'ils ont dû passer ensemble. Lui est bronzé et athlétique. Il porte une montre bracelet magnifique, luxueuse, qui témoigne de son aisance et de son bon goût. Il contemple sa sensuelle compagne avec un regard à la fois viril et romantique. On veut plaire à tout le monde. Une brise souffle. On entend le bruit des vagues, que soutient judicieusement une douce musique. Le spectateur est fasciné. Il a cessé de raisonner. Le pouvoir suggestif des images a eu raison de sa raison, c'est le cas de le dire sans jeu de mots. En fait, le spectateur est littéralement en état d'hypnose. La publicité veut s'adresser directement à son subconscient en annihilant ses barrières mentales, ses mécanismes de défense. Vous voyez qu'on est en pleine séance d'hypnose. Maintenant, vous êtes en état de passivité, de réceptivité. Votre subconscient est prêt à tout accepter. Mais que lui propose-t-on au juste? Que veut vous vendre cette pub? Est-ce la luxueuse montre bracelet que porte le jeune homme? Ou bien il s'agit peut-être d'une réclame du Club Méditerranée? Non, en fait, on vous propose une nouvelle marque de café. Un déca, à la fois savoureux, au goût robuste, mais qui ne compromet pas votre système nerveux, qui vous permet d'être parfaitement détendu toute la journée, comme si vous étiez en vacances au bord de la mer. Et peut-être la prochaine fois que vous entrerez dans un supermarché, aurez-vous une envie inévitable d'essayer ce nouveau café, même si vous n'avez jamais été amateur de déca. Vous savez bien, rationnellement, que vous ne vous retrouverez pas au bord de la mer, comme par enchantement, lorsque vous boirez une première gorgée, mais votre subconscient, qu'on a atteint en vous faisant rêver, ne le sait pas. Il associe de manière fallacieuse cette marque de café et la mer. La puissance formidable de l'imagination. C'est ainsi que, généralement, les publicitaires tirent parti, souvent à nos dépens, du pouvoir fascinant des images. Nous allons apprendre à en faire de même. Nous allons apprendre, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée un peu plus tôt, à rêver scientifiquement. Vous serez surpris de voir à quel point les images peuvent changer votre vie. Les images, et surtout ce qui les génère, c'est-à-dire votre imagination. Peut-être serez-vous tenté de répéter, après moi les branches, que l'imagination est la folle du logis. Je conviens qu'elle nous joue souvent de mauvais tours. J'irai même jusqu'à dire qu'elle peut tuer un homme, détruire une vie. Car, de fait, l'imagination est l'expression la plus immédiate du subconscient. Elle en est pour ainsi dire le reflet, le miroir. Le subconscient est sa source principale. D'ailleurs, les grands imaginatifs, peintres, écrivains ou musiciens, sont d'abord et avant tout des êtres qui parviennent aisément à puiser dans le trésor immense qui dort dans leur subconscient. Qu'est-ce que l'inspiration, au fond, sinon un accès soudain et généralement involontaire? Nous verrons plus tard comment on peut avoir l'inspiration littéralement sur commande, ce qui du reste a de tout temps été le secret de certains grands créateurs, un accès involontaire, dis-je, à ce puits de sagesse et d'idées qu'est le subconscient. Certes, l'imagination mal orientée peut être néfaste. Mais Napoléon n'a-t-il pas dit que l'imagination gouverne le monde? En fait, elle est à mes yeux la faculté suprême. Malheureusement,
On en mésestime trop souvent la puissance formidable. Ou on l'utilise à mauvais escient. Ce sont sans doute les séquelles d'une éducation cartésienne. On s'empêche de rêver, on cherche trop à sous-peser le pour et le contre avant d'entreprendre un projet, on cherche à tout rationaliser. Et pourtant, tous les grands hommes, qu'il s'agisse d'hommes politiques, d'artistes, d'inventeurs, d'hommes d'affaires, sont avant tout de grands imaginatifs. Ils imaginent l'avenir, leur œuvre. Ils la voient d'avance, comme si elle était déjà à portée de la main, comme si tout était déjà accompli, et ce, malgré les difficultés et les obstacles extérieurs qui souvent, s'ils les avaient analysés, auraient freiné leur élan, sapé leur enthousiasme. On les appelle souvent des rêveurs, des visionnaires, des idéalistes, voire des fous. Ce sont au fond autant d'expressions, pour dire qu'ils sont des imaginatifs. Ils ont su mettre à contribution, de manière exceptionnelle, et pourtant accessible à tout le monde, les merveilleux pouvoirs de cette faculté. Mais voyons sans plus attendre le moyen simple d'utiliser cette faculté. Le secret des images. Comme les mots, l'usage des images est principalement double. On utilise le support visuel, soit pour se débarrasser d'une mauvaise habitude ou d'une phobie, exemple, la cigarette, la peur de l'ascenseur, soit pour réaliser un désir, exemple, trouver la maison de ses rêves ou l'emploi idéal. Certains individus sont visuels, d'autres sont plus verbaux. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est bon d'utiliser les images. Elles constituent enfin un renforcement très puissant d'une formulation verbale. Le secret fondamental, avec les images, est de faire comme si ce que l'on désire était déjà réalisé. Le subconscient n'est guère habitué, nous l'avons dit, à faire des distinctions temporelles. Dans le subconscient comme dans les rêves bien souvent, tout se passe comme si on évoluait dans un présent éternel. Aussi, lorsqu'on imagine, le subconscient ne fait pas la distinction entre l'image d'un désir, qui se réalisera dans le futur et le désir déjà réalisé. En outre, en vous imprégnant de l'image d'un succès ou de la réalisation d'un désir, vous vous faites prendre au jeu, ou en tout cas votre subconscient se laisse prendre au jeu et vous en ressentez une émotion positive qui vient renforcer votre programmation. Cela a un effet d'entraînement. Votre imagination, votre subconscient, s'échauffe, est stimulé, et ses forces sont mises en branle. Une image, comme un mot, est une semence. La technique de l'image est soumise aux mêmes lois que celle des mots, entre autres la loi de la semence ou de la manifestation. Si vous semez dans votre esprit des images de succès, de santé, de bonheur, de richesse et d'équilibre, vous verrez ces images se matérialiser dans les circonstances de votre vie avec une logique quasi mathématique, même si la manière qui permettra à ces images de se concrétiser demeure la plupart du temps mystérieuse ou liée à ce que la plupart du temps on continue à tort d'appeler le hasard. Le contraire est vrai également, les images négatives, entretenues dans votre esprit, créent des circonstances négatives. Votre imagination, un coffre à trésors à votre portée. Comment faire pour utiliser son imagination? Dans le deuxième chapitre, nous verrons comment nous mettre en état d'auto-hypnose. Au demeurant, une des méthodes pour entrer en auto-hypnose fait appel à l'imagerie mentale. Lorsque vous êtes dans l'état recherché, il s'agit tout simplement d'imaginer la situation dans laquelle vous voulez être, avec le plus de détails possible. Que fait un orateur lorsqu'il décrit une chose et veut frapper l'imagination de ses auditeurs? Il donne un grand luxe de détails, essayant d'ailleurs de choisir les détails les plus colorés, les plus pittoresques. Eh bien, pour influencer efficacement votre subconscient, qui tient ici le rôle passif de l'auditeur, alors que vous êtes l'orateur ou plutôt le projectionniste, ne lésinez pas sur les détails. Cela vous aidera à croire que vous y êtes déjà. Cette technique est ce qu'on appelle le théâtre mental. Nous l'utiliserons spécifiquement dans plusieurs situations. Jusqu'à quel point faut-il imaginer la situation? Certains s'inquiéteront de ne pas voir vraiment ce qu'ils imaginent. Ce n'est pas grave. La technique peut être tout aussi efficace. Du reste, c'est mon cas. J'imagine les choses, mais d'une manière que je qualifierais d'abstraite, alors que d'autres personnes voient vraiment les images que suscite leur imagination active, comme si elles avaient les yeux ouverts ou comme si elles étaient dans un rêve. Et pourtant, même si mon imagination n'est pas aussi concrète que celle d'autres personnes, je dois dire que j'ai obtenu d'excellents résultats grâce à elle. D'ailleurs, au fond, tout le monde utilise presque constamment cette technique du théâtre mental, que certains auteurs appellent également d'un terme prometteur et fort pertinent, car c'est bien entendu de cela qu'il s'agit, la visualisation créatrice. Tout le monde rêve. Je parle de rêve éveillé. Ou si vous voulez de rêverie. Mais qu'est-ce qu'une rêverie sinon une suggestion d'image? Tout le monde se projette dans l'avenir. C'est la nature même de l'homme de rêver. Rappelez-vous la chanson d'Aznavour,
Je me voyais déjà. Combien de succès de tout genre ont commencé ainsi alors que la personne se voyait déjà, faisait comme si elle avait déjà ce qu'elle désirait. Dans presque toutes les circonstances de la vie. On voit une jolie femme dans la rue et on se voit à son bras, ou dans ses bras. On aperçoit une jolie décapotable aux Champs-Élysées, par un bel après-midi de mai, et c'est plus fort que nous, on se voit à son volant. Les exemples de cette nature abondent évidemment. Tout le monde rêve. Le seul hic, ce qui fait que la plupart du temps les rêves ne se réalisent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas systématiques, méthodiques. Aujourd'hui, vous allez apprendre à rêver de la bonne manière, efficacement.